Samuel Fuller a commencé en fait sa carrière de cinéma plutôt qu'on ne le croit d'ordinaire, parce qu'il a fait une petite tentative pour se faire sa place à Hollywood dès 1932. Dans la presse américaine, on trouve son nom associé à deux films, on le trouve associé à un projet également qui va disparaître des plannings. Et donc son nom, après l'échec de ce projet de la Columbia, va disparaître des publications corporatives. Jusqu'en 1935, en 1935-1936, Fuller devient scénariste. Et pendant presque plus d'une dizaine d'années, il va écrire ou coécrire des histoires, des scénarios, d'abord pour une comédie musicale de Grand National, qui était un petit studio, une comédie musicale mettant en scène deux attachés de presse, ce qui était par ailleurs lui-même Fuller à l'époque. Il va ensuite travailler pour La République, pour lequel il va faire des films de gangsters comme Gangs of New York, Federal Manhunt. Il va continuer jusqu'à la fin des années 40 à écrire des scénarios, beaucoup de scénarios toujours, mais en avant de certains. Il va ensuite rencontrer Robert Lippert, qui produit des films à tout petit budget. Il va le rencontrer second semestre 1948, et il va le convaincre de lui donner pleinement les rênes en tant que scénariste et réalisateur de son premier film, qui est J'ai tué Jesse James. Le film va être produit pour peu d'argent, mais plus que ce que faisait Lippert à l'époque, c'est-à-dire qu'il va doubler le budget habituel de ses productions pour Fuller, lui accorder 2 fois plus de jours de tournage, lui accorder également une durée de film beaucoup plus importante, ce qui fait que ce n'est pas tout à fait le produit de base de Lippert, c'est un peu la gamme au-dessus. Le film va bien marcher, c'est-à-dire qu'il va remporter à peu près 8 fois son budget. Du coup, Lippert va se dire qu'il a peut-être avec Fuller l'occasion de faire des films, de meilleurs films, et des films qui rencontrent un succès populaire. Donc pour le deuxième film que Fuller va réaliser, qui est Le Baron de l'Arizona, avec Vincent Price, Lippert va accorder un budget beaucoup plus conséquent. C'est d'une certaine façon une production de prestige pour lui. Malheureusement, le film ne va pas marcher. Le film ne va pas marcher parce que le genre auquel il appartient est un peu difficile à identifier en fait. C'est pourtant un film intéressant qui met en scène une escroquerie à laquelle s'est livré un Américain à la fin du XIXe siècle, une grande escroquerie, donc c'est basé sur un fait réel que Fuller détourne et emporte un petit peu sur des voies qui ne sont pas proches de la réalité historique, mais quand même. Et puis, son troisième film pour Lippert sera J'ai vécu l'enfer de Corée, son premier film de guerre que Fuller va mettre en scène, suite à succès en demi-teinte du Baron de l'Arizona, J'ai vécu l'enfer de Corée va bénéficier d'un budget revu à la baisse. C'était 104 000 $, quelque chose comme ça, à peu près, sont les sources, disons. Le film va être tourné très rapidement, après une semaine de répétition en studio de télévision, ce qui est important parce que le film est quand même réussi visuellement. Il a aussi bénéficié de ça, de la possibilité que Fuller a eue de voir ses cadrages avant ces 10-12 jours de tournage. J'ai vécu l'enfer de Corée va rencontrer un succès très important auprès du public. C'est-à-dire qu'il va remporter... C'est vraiment un élément qu'il faut souligner pour la suite de la carrière de Fuller, parce que le film va remporter à peu près entre 10 fois et 20 fois sa mise, selon les sources. Mais c'est quand même conséquent, même s'il a des difficultés avec l'armée, avec une petite frange de la presse à droite. Le film est quand même un succès important pour Fuller, un succès commercial, une réussite cinématographique aussi. Et à ce moment-là, Fuller se retrouve, dit-il, en position d'un peu de choisir le studio avec lequel il veut travailler. Donc il aurait choisi la Fox parce que lorsqu'il a rencontré Daryl Zanuck, Zanuck lui aurait parlé tout de suite des histoires que Fuller voulait raconter. Et c'était bien ça qu'il fallait dire à Fuller, bien entendu, qui était un conteur hors pair et vraiment un conteur de nez. Mais les recherches les plus récentes qui ont été menées dans les archives de l'armée tendent un petit peu peut-être à revoir cette histoire. Il est possible que finalement la Fox soit l'un des seuls studios à avoir proposé à Fuller de travailler pour eux. On ne sait pas, on ne le saura sans doute jamais, quoi qu'il en soit. Il est vrai que d'une part, le succès de Vécu l'enfer de Corée a attiré l'attention sur lui, mais la Fox, elle, voulait à la fois des nouveaux talents, mais des talents capables de travailler aussi avec des budgets réduits. C'est ce qu'ils disent dans les brèves interviews que vous pouvez trouver qui datent du moment où Fuller a signé son contrat en avril 1951.
il y a ces deux-là, ces deux éléments, économiques et artistiques, qui rentrent en ligne de compte. Alors, la production du film a été assez rapide. Fuller a souvent insisté dans la presse en 1951 pour dire qu'il faisait un peu tout à l'envers, c'est-à-dire qu'il faisait les réunions après avoir écrit le scénario, parce que c'était un peu précipité pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que d'abord, Fuller signe en avril 1951 son contrat avec la Fox, et le même mois, le général MacArthur revient de Corée, fait son discours d'adieu au Congrès et il prononce quelques mots en clôture qui sont « All soldiers never die », les vieux soldats ne meurent jamais. La Fox va déposer le titre aussitôt et va essayer de trouver un sujet qui correspond au titre. Dans un premier temps, Zanuck veut faire un film qui aurait trait à la cavalerie, mais il n'est pas fermé à d'autres idées, et vraisemblablement, c'est ce qui s'est passé parce que au mois de mai 1951, donc le mois d'après, Fuller est en train de travailler à un scénario sous le titre « All Soldiers Never Die », un scénario sur lequel il travaillait déjà, qui s'appelait « Arrière-garde », Rear Guard à l'origine, qui parlait donc de ce que va parler Baïonnette au canon. Donc le scénario va être écrit à partir néanmoins d'un traitement que Fuller n'a pas réalisé, de Cy Bartlett, un traitement qui lui était basé sur le roman The Immortal Sergeant, roman qui avait été adapté par la Fox en 1943 avec Henry Fonda, et dont on va retrouver quelques traces quand même dans le film de Fuller. Parce que le roman et le film parlent d'un caporal dans l'infanterie qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, est tellement effacé qu'il n'arrive pas à séduire la femme qu'il aime et qui, lorsqu'il se retrouve à la guerre, en fait, ne veut absolument pas se trouver en position de commandement, comme le caporal Desnaux le fera chez Fuller. Et de la même façon que chez Fuller, il y a un certain nombre de passages dans le film de 1943 avec Fonda où on entend la voix off du sergent lorsque le sergent est mort. Donc il y a des points communs entre les deux, plus qu'on ne pense d'ordinaire, même si l'histoire est entièrement réécrite. Donc Fuller fait son scénario à partir de ce traitement, fait une version, fait 2 réécritures. Le scénario ne rencontre pas trop de problèmes avec le codex, c'est-à-dire que les seuls points que le codex trouve contestables, ce sont des éléments de violence. Il y a uniquement un certain nombre de points très précis, tels que l'oreille que perd l'Indien à un moment dans le film, qui était montrée dans le scénario. Le codex a dit non, on ne peut pas montrer l'oreille coupée, c'est hors de question. Donc, mais ça s'arrête là, ça se limite là. En revanche, Zanuck a eu un impact sur le scénario. C'est-à-dire que Fuller a dit que Zanuck n'a pas osé toucher à son texte, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que Zanuck a imposé la structure de l'histoire, il a imposé la fin de l'histoire, parce qu'à l'origine, Fuller ne voulait pas que le caporal Desnaux surmonte son angoisse, ce qui aurait été pour le coup tout sauf héroïque, parce qu'on a eu le personnage principal qui, jusqu'à la fin du film, aurait été incapable de tirer sur un ennemi, et donc c'est absolument impensable pour le studio d'avoir un personnage qui déjà était problématique. Il ne fallait pas en faire trop un névrosé, il ne fallait pas trop s'en moquer, mais il fallait quand même à la fin qu'il y ait une évolution, d'une part, et que cette évolution aille vers le positif, bien entendu. Donc Zanuck a été dans ce sens-là. Il a également imposé un début différent, parce qu'à l'origine, et comme Fuller le fera toujours, normalement, dans son cinéma, lorsqu'il le contrôle en tout cas, ça devait commencer d'emblée par ce moment délicat où le caporal Desnaux est incapable de tirer sur un ennemi. Squeeze the trigger, take up the slack. You gotta shoot him. Now, Desnaux, in the head, right between the eyes. Shoot, Desnaux. Shoot him. Shoot! Why can't I kill a man? What's the matter with me? Why do I freeze at a single target? I can fire at a lot of them. I can do anything the rest of the guys in the platoon can do. I'm not chicken. I've got plenty of guts. But why can't I shoot a man? What's wrong with me? Zanuck veut quelque chose de plus traditionnel. Il y aura un début choc avec l'explosion d'une Jeep, mais ensuite il y aura un passage où on expliquera vraiment la situation dans laquelle se trouve l'armée américaine.
et on expliquera la situation qui a été trouvée pour en sortir. Ça, ce n'est pas quelque chose que Fuller avait prévu de faire à l'origine. Donc on a toutes les bases, on a un récit qui est beaucoup plus classique que ce que a fait Fuller avant et que ce qu'il fera globalement par la suite. Zanuck va faire en sorte que Fuller prépare davantage les choses dans son scénario. C'est-à-dire qu'avant que un ricochet serve et provoque la mort d'un homme, il mentionnait 2 fois. De la même façon, le parcours du caporal Desnaux est déjà anticipé par celui du brancardier devenu médecin par la force des choses, qui réussit à s'extraire lui-même de la jambe un éclat. Donc c'est en miniature finalement l'évolution que va subir le personnage de Desnaux, le personnage principal. Donc il y a vraiment eu, par rapport aux productions de Fuller d'avant et d'après, un formatage un peu plus grand de son scénario. Pas forcément pour le pire, au contraire, d'une certaine façon, peut-être que ce film-là avait mérité d'être canalisé, parce qu'il y a quand même l'essence du cinéma de Fuller qui est là-dedans. C'est pas une version édulcorée de son cinéma, ça reste vraiment pleinement lui. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde la presse, qui rend compte à la fois de la mise en production de Baïonnette au canon, de sa production, de son tournage et de sa post-production, c'est de constater à quel point on a de comptes rendus sur toutes les étapes. C'est là, par exemple, où on voit parmi les plus longues interviews de Fuller, jeune réalisateur, apparaître. C'est à ce moment-là qu'il a la parole un peu plus que d'habitude dans la presse. La tenue de Fuller est très éloignée des standards du début des années 50. Donc c'est déjà quelque chose sur lequel la presse insiste. Et elle souligne bien entendu la presse aussi, par le biais du service de publicité des studios, à quel point le comportement de Fuller va avec cette tenue. C'est-à-dire que sur le plateau, on rappelle qu'il a à la ceinture un pistolet, qui, au lieu de dire action, qu'il tire son pistolet parfois également pour arrêter une prise, pour dire que quelque chose ne va pas, pour reprendre la prise. Et à partir de là, il y a tout un tas d'anecdotes qui surgissent. Par exemple, on raconte que Fuller voulait utiliser pendant le tournage des balles réelles. À un moment, ce qu'il voulait absolument avoir des réactions des acteurs. Et il dit, voilà, je voulais utiliser des balles réelles, mais le studio ne m'a pas permis. Pourtant, je voulais que les balles soient tirées au moins 30 cm au-dessus de la tête des acteurs. Il est évident que le studio préférait avoir des acteurs en vie, plutôt avoir qu'une réaction peut-être un peu plus vraisemblable de leur part. Et il voulait aussi utiliser des grenades. À un moment, des vraies grenades sur le plateau, on en a dissuadé très rapidement, bien entendu. Et on lui a dit que ça risquerait de causer beaucoup trop de dégâts, que le plateau devait servir pour d'autres films par la suite. Il y a tout un tas d'anecdotes comme ça. Il y a aussi des réactions à chaud de ses collaborateurs, notamment son ingénieur du son, qui s'est plaint aux exécutifs du studio parce que les coups de pistolet étaient donnés trop près des micros et manquaient de lui perforer les tympans. Lucien Ballard, qui a fait la photographie du film, lui se plaignait que les coups de pistolet de Fuller l'empêchaient de comprendre les indications de Fuller, ce qui était sourd la moitié du temps en fait. Donc ça faisait partie un peu de l'image de Fuller excentrique, un peu fou, qui commençait à se mettre en place à ce moment-là et qu'il assumait complètement. C'est-à-dire, dans les interviews de l'époque, il dit « les gens pensent que je suis fou, mais peu importe en fait, hein, ils s'en moquent ». Il pensait à son film, il pensait au jeu des acteurs, il pensait à la réaction qu'il voulait obtenir d'eux et qu'il voulait quelque chose de plus vraisemblable, disons. Et puis il y a beaucoup d'anecdotes qui, notamment à la fin du tournage, où on voit les exécutifs qui sont sur le plateau et qui sont impatients que la fin du tournage arrive, parce qu'ils sont quand même à une vingtaine de blessés, avec des chutes du haut du décor qui faisaient 18 mètres de hauteur, ce qui n'était pas rien, des coups de baïonnette donnés malheureusement, des blessures dues aux explosions multiples et trop près des acteurs qui avaient été déclenchés. Donc c'était un petit peu un mini carnage sur le plateau et beaucoup de tensions, disons, générées par le comportement de Fuller, qui faisait qu'à la fin, l'une des dernières remarques qu'on trouve dans la presse, juste après le tournage, de la part des patrons de la Fox, c'est on attend de voir ce que va donner le résultat du film pour décider si la tension nerveuse générée par le comportement de Fuller sur le plateau vaut le coup qu'on retravaille avec lui. Alors, Baïonnette au canon a été fait avec un budget réduit pour la Fox et un temps de tournage réduit également pour la Fox. C'est-à-dire que c'est nettement supérieur à ce dont avait bénéficié Fuller juste avant pour J'ai vécu l'enfer de Corée. J'ai vécu l'enfer de Corée, il a coûté $104 000.
Je crois que baïonnette au canon a dû coûter 685 000 $, ce qui est beaucoup plus, bien entendu. Et le décor principal du défilé, où se concentre la majorité de l'action, à lui seul avait coûté, je crois, 145 000 $, ce qui est plus cher que le budget de J'ai vécu en fer décoré dans son intégralité. Donc évidemment, ce sont des conditions de tournage qui sont quand même nettement meilleures pour Fuller. Il bénéficie des moyens techniques de la Fox, c'est-à-dire qu'il bénéficie pour la première fois d'une grue. Ce qui est important, il va vraiment s'en servir. Il bénéficie d'un nombre de figurants beaucoup plus important, ce qui permet effectivement donc d'avoir cette section de 48 individus dans son intégralité, avec un nombre qui se réduit petit à petit, bien entendu. Et donc c'est tourné sur un plateau avec 2 décors, la grotte et puis le défilé en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que le décor a été conçu avant l'écriture du scénario. C'est-à-dire que Fuller a décidé de l'action en fonction du modèle réduit qu'on lui avait fait, qu'on lui avait donné. Ce qui fait qu'il savait comment se servir au maximum de l'espace restreint, somme toute, dont il disposait. Donc c'était un plus quand même. Et quand il a fini le scénario, la première version du scénario, du moins le décor était achevé. Donc il pouvait répéter en plus dans le décor. Donc c'était vraiment là aussi quelque chose qui a contribué à ce qu'il puisse tirer profit au maximum des ressources dont il disposait. Il le fait de différentes façons. C'est-à-dire d'abord il utilise la grue et le mouvement de travelling de manière très impressionnante, je trouve, dans ce film-là. Hey! Vogel! You guys asleep up there? You want my squad to cover both hills? We didn't see nobody. Vraiment quelque chose qui a été assez pénible à faire pour l'acteur parce que c'était très, très dur, il a fait plusieurs prises, il y a même, et Fuller s'énervait parce qu'il était épuisé à la fin, mais ça va dans ce sens-là, le travail sur le corps, et le travail sur le corps qui est vraiment épuisé dans une recherche du réalisme, comme ça qui s'exprime vraiment physiquement, qui s'exprime dans le souffle qui manque au personnage lorsqu'il prononce ses répliques à la fin, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver, par exemple, bien quelques années plus tard dans 40 tueurs. On a un fameux travelling qui montre la fatigue des personnages qui montent, parce que ça monte, hein, la rue principale de la ville dans laquelle le film se déroule. Donc c'est quelque chose qui, l'épuisement des corps, comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du cinéma de Fuller et du cinéma de guerre de Fuller en particulier. Alors Fuller est devenu soldat au mois d'août 1942. Il a, comme tous les soldats, subi une période d'entraînement plus ou moins longue, notamment en Caroline du Nord, où il continue à écrire des articles pour la presse. Ensuite, il a participé au débarquement en Afrique du Nord en novembre 1942, donc la même année. Il a participé également au débarquement en Sicile en juillet 1943. Il a participé au débarquement en Normandie sur Omaha Beach, bien entendu, ce qui était
l'une des épreuves les plus fortes qu'il ait dû subir. Et puis ensuite, avec son régiment, il a traversé la France, la Belgique, l'Allemagne, et il s'est arrêté à Aix-la-Chapelle, qui est une ville qui est mentionnée dans Baïonnette au canon. Il y a une allusion à cette ville-là. C'est la première ville allemande que son régiment a prise. Et puis, au terme d'un long périple, il a fini en mai 1945 à Folkenau, donc ce camp de concentration que les Américains ont ouvert, et dont Fuller a pris des images extrêmement fortes, extrêmement puissantes, non pas de la libération elle-même, mais de ce qui a suivi la libération, à savoir le moment où certains habitants proches de la ville, très proches de la ville d'ailleurs, qui niaient l'existence du camp, ont été forcés par les soldats américains de rendre véritablement des honneurs dignes à ces corps, à une partie de ces corps en tout cas, en les habillant et en allant les transporter jusqu'à un cimetière, déposant dans une fosse, etc. Donc c'est une période quand même assez longue, hein, c'est vraiment extrêmement éprouvante. Par ailleurs, dans tous ces films de guerre, Fuller fait des allusions à sa propre expérience très concrètement, c'est-à-dire en mentionnant à la fois son parcours, en mentionnant des faits plus ou moins précis. Donc c'est toujours nourri, ne serait-ce que de ce point de vue-là, factuellement, et aussi de manière anecdotique, par ses 3 ans passés dans l'armée. Pour J'ai vécu l'enfer de Corée, Fuller, en fait, quand on regarde les archives, a un petit peu essayé de négocier les relations entre l'armée, d'une part, et puis le code Hayes, en faisant croire à l'un et à l'autre qu'il avait entièrement l'accord de l'un et de l'autre. Si on lit entre les lignes des courriers qui ont été échangés, ce qui fait que lorsque, début janvier 1951, c'est-à-dire quelques mois avant la mise au chantier de Baïonnette au canon, un journaliste new-yorkais, Victor Riesel, attire l'attention sur le film en disant que c'est un film qui est en fait à la solde des communistes, c'est un film fait par un communiste. L'armée, évidemment, lève l'œil, dit « Oh, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ». Donc ils ont revu le film, etc. Finalement, ils ont conclu que si on devait décider quelque chose, si on devait décider que le film véhiculait une idéologie, c'était plutôt un film anticommuniste. Mais ils n'étaient même pas persuadés, et donc ça s'est passé sans autorisation vraiment officielle, mais sans trop de vagues finalement. Lorsque Fuller fait Baïonnette au canon, en revanche, l'armée, bien entendu, est sur le qui-vive. Et dans leurs archives, on constate que le scénario a créé une mini-polémique. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le film, il y a un carton qui, d'une part, rend hommage à l'infanterie, et d'autre part, remercie le département de l'armée pour ses conseils, pour son soutien, etc. Sauf qu'il manque quelque chose qui est d'ordinaire dans ces cartons-là. Il y a à la fois le département de l'armée et le département de la défense qui sont mentionnés. Là, il n'y a que le département de l'armée qui est en fait une sous-branche du département de la défense. Et si le département de l'armée était d'accord pour soutenir le projet, estimait que finalement c'était un véritable hommage rendu aux soldats de l'infanterie, ce n'était pas le cas pour le département de la Défense qui, lui, trouvait que le film donnait une image trop négative de la guerre. Le film donnait finalement une image trop sombre, attirait l'attention sur le nombre de victimes américaines qu'il y avait durant ce conflit, attirait en parallèle l'attention sur le fait que finalement les soldats communistes étaient plutôt efficaces dans ce qu'ils faisaient, donc ils étaient plutôt valorisés au détriment des soldats américains selon le département de la Défense. Donc il y a tout un tas d'éléments qui leur a déplu, ce qui fait qu'effectivement ils ne sont pas opposés, mais leur nom n'apparaît pas au début, donc c'est un demi-soutien en fait de l'armée américaine dans son ensemble dont Fuller a bénéficié. Et il faut quand même savoir que le scénario a été légèrement altéré pour bénéficier de ce demi-soutien. Le conflit en Corée a clairement divisé les Américains beaucoup plus que la Seconde Guerre mondiale. Et on le percevait
déjà dans la réaction de certains exploitants lorsqu'ils recevaient des sortes de bandes de propagande du gouvernement américain qui visaient à soutenir l'intervention en Corée. Et certains exploitants écrivent au gouvernement pour dire oui, mais est-ce que vous allez faire l'autre versant, à savoir pourquoi on irait combattre en Corée finalement. Et Fuller, dans son film, en fait, fait deux choses. C'est-à-dire qu'il a une double intrigue dans le film. Il y a à la fois cette histoire de retraite, qui correspond exactement à ce qui se passait en Corée à ce moment-là, à savoir lorsque les Nord-Coréens ont bénéficié du soutien des Chinois, l'armée américaine a battu en retraite, et notamment au cours de l'hiver 51-52. Donc c'est vraiment en lien direct avec l'actualité, avec le mouvement des troupes sur le terrain. Et donc on a d'abord cette première intrigue, qui a à elle-même une date limite. Il faut que le petit groupe de soldats, la section, tienne jusqu'à 9 h du matin. Et on a une deuxième intrigue qui est centrée sur l'évolution psychologique du caporal Deno, que Richard Basehart incarne. Caporal qui n'est pas capable de tuer un ennemi dès lors que l'ennemi est individualisé. Dans ce récit qui est basé sur ces deux intrigues et ces deux comptes à rebours, ce que fait Fuller avant tout, c'est une sorte de chronique en fait, une sorte de chronique d'un groupe de soldats pendant une période très limitée, pendant une journée à peu près, enfin plus ou moins, qui finalement sont avant tout filmés comme un groupe. C'est-à-dire qu'il y a des plans, notamment au début, parce qu'ils sont tellement nombreux, et même, je me demande si ce n'est pas le cas pour toute une première vision du film, où on a du mal parfois à les individualiser, d'autant plus qu'il y a la difficulté des costumes. Des costumes qui couvrent en partie le visage, qui couvrent les cheveux, ces costumes qui sont faits pour protéger les soldats du froid. Ce qui intéresse Fuller, c'est vraiment le comportement des soldats en temps de guerre, dans certaines conditions, ce qu'ils sont conduits à faire, ce qu'ils sont amenés à faire et qu'ils ne feraient pas par ailleurs en temps normal. Donc c'est vrai qu'il s'est toujours opposé au récit trop psychologique, notamment en ce qui concerne le film de guerre. Il a toujours émis des réserves sur ça. On peut le voir critiquer très sévèrement ses contemporains qui ont mis en scène notamment la Seconde Guerre mondiale de ce point de vue-là, en disant qu'il faisait de la psychologie, mais finalement ce n'était pas ça, c'était plus basique que ça, le comportement du soldat en temps de guerre. Donc on a un groupe dans Baïonnette au canon, comme on avait un groupe dans J'ai vécu l'enfer de Corée. Là, le groupe est plus large, mais même s'il est multiculturel, dans un film comme dans l'autre, Fuller a été obligé, dans Baïonnette au canon, de faire attention au type de personnages qu'il représentait. C'est-à-dire que dans J'ai vécu l'enfer de Corée, il y avait un Afro-Américain et un personnage d'origine asiatique. Là, il n'y en a pas, bizarrement. On pense que c'est tout simplement pour éviter qu'il y ait de problèmes avec la représentation des questions raciales qui avaient déclenché quelques polémiques. Bien entendu, le film n'était pas raciste, J'ai vécu l'enfer de Corée, mais ça avait néanmoins déclenché quelques polémiques quelques mois auparavant, lorsque le film était sorti. Fuller a dit qu'il ne voulait pas faire que des films d'action en faisant des films de guerre. Donc il voulait dépeindre les émotions des personnages, dépeindre leur quotidien, leurs préoccupations essentielles qui n'étaient jamais dépeintes selon lui dans les films de guerre. Par exemple, il a écrit à Lewis Milestone, qui avait fait en 1945 Walk in the Sun, qui parle d'un débarquement en Italie, à Salerne, qui parle d'une mission en particulier. Je crois que le titre français, c'est le commando de la mort. Et il écrit à Milestone, il dit « J'avais beaucoup apprécié À l'Ouest, rien de nouveau, mais ce film-là, je l'ai absolument détesté. Lorsqu'on sort d'un débarquement, la seule chose à laquelle on pense, c'est le sable qu'on a dans ses chaussures, c'est d'avoir du papier toilette sec, c'est d'avoir des cigarettes sèches, c'est d'avoir son arme également à l'abri de l'humidité, etc. » Et c'est ça, la vie de soldat de l'intérieur. Et dans son film, on voit à la fois ça, effectivement, il y a tout un tas d'éléments qu'on pourrait mentionner, le café qu'on fait chauffer, parce que finalement, avoir du café chaud, c'est un luxe pour faire un feu. Mais il y a aussi, effectivement, cette idée que la vie de soldat est très contrastée, très complexe. C'est à la fois des moments d'action très intenses, mais très brefs. C'est-à-dire que Fuller a toujours dit, et il le montre dans Baïonnette au canon, que les moments où on échange des coups de feu, c'est très bref. Si on regarde la fin du film, chronomètre en main, le dernier échange de coups de feu doit durer à peu près 40 secondes.
il ne s'attarde pas du tout là-dessus. Il dit que voilà, ça se passe c'est vraiment dans le feu de l'action, dans la précipitation, et tout s'arrête très rapidement. All right, come on, you guys, let's go. De la même façon, dans le film, et ça fait partie pleinement de la vie du soldat, Fuller montre à quel point la frontière entre la vie et la mort est très fragile. Il y a notamment le moment où le personnage du sergent Rock parle de la possibilité que les ennemis communistes auraient les toucher en jouant avec un ricochet, et une fraction de seconde après, lui-même est touché par un ricochet, il meurt. Donc il y a vraiment un basculement très rapide, et en plus, ce moment est très très fort dans la mesure où Gene Evans, qui excelle dans les rôles de sergent que lui confie Fuller à chaque fois, a un regard étrange, une sorte de fixité dans son regard, il y a une lueur dans son regard qui est la même lorsqu'il est en vie et lorsqu'il meurt. C'est très troublant parce qu'effectivement, là, on voit à quel point la vie est fragile, quoi, en particulier, bien entendu, dans ce contexte des combats. Ce qu'on pourrait aussi souligner, c'est quelque chose dont on a souvent parlé à propos de Fuller et du film de guerre, c'est qu'il a édicté des sortes de commandements. C'était publié dans Présence du cinéma dans les années 60. Il y avait 6 commandements selon lui. Il ne fallait pas que le soldat, au moment de mourir, sorte la photo de sa petite amie. Il fallait que les soldats soient sales, pas rasés. Il ne devait pas y avoir de belles jeunes femmes qui attendaient les soldats, s'ils arrivaient dans une grange, ce genre de choses. Ce que lui disait que à chaque fois qu'ils arrivaient dans les petits villages, c'était des vieilles femmes ou de très très jeunes enfants qu'il rencontrait. Donc ça n'existe pas, les belles femmes qui attendent le GI comme ça. C'était du glamour purement hollywoodien. Mais ces commandements, en fait, ont été certes validés par Fuller, mais faisaient partie de la campagne de promotion de la Fox. Et d'ailleurs, si on regarde la presse de l'époque, parfois il y en a 4, parfois il y en a 5. Mais c'est vraiment une sorte d'argument promotionnel aussi. Mais néanmoins, ça fait partie aussi de cette phase où l'image de Fuller est en train de se construire. Baïonnette au canon sort le 5 décembre 1951, après plusieurs avant-premières, à la fois dans un grand cinéma à New York, au Chinese Theatre de Los Angeles, avec un soutien actif de l'armée. C'est-à-dire que ce sont des soirées de gala à chaque fois où il y a des parades qui sont organisées. Il y a souvent également des collectes de dons de sang qui sont soit organisées sur place, soit après coup. Enfin, il y a toute une mobilisation qui se fait autour du film. Et lors de la campagne de promotion, on dit vraiment aux exploitants qu'ils peuvent compter localement sur le soutien de l'armée pour vraiment défendre le film en faisant apparaître, par exemple, sur scène des soldats qui ont reçu une médaille d'honneur du Congrès, ce genre de choses. Donc officiellement, il y a un sort de front qui est fait quand même, qui soutient ce film-là. La critique anglo-saxonne va être globalement très positive. Parfois, on va souligner quelques points négatifs très mineurs. Des fois, c'est la fausse neige ressemble trop à de la fausse neige. C'est un bon film, ça reste un film d'action efficace. On ne lui prête pas de mauvaises intentions. Il ne serait pas censé véhiculer cette fois un peu point de vue communiste. En France, c'est un peu différent. Le film sort assez rapidement. Il doit sortir en novembre 1952. Il y a eu quelques bonnes critiques, mais il y a eu aussi des critiques très mauvaises, des critiques comme celle de l'Humanité, par exemple, l'Humanité qui disait finalement que c'était une bande dessinée puérile, une bande dessinée nauséabonde, enfin quelque chose comme ça, que c'était finalement un film d'aspiration nazie, que c'était un film absolument épouvantable, dégoûtant, tout ce qu'on peut imaginer.
C'est évidemment pas du tout le cas, et je pense que Fuller aurait bondi vraiment s'il avait entendu qu'on le qualifiait de nazi, parce que lui qui a combattu quand même pendant très longtemps savait ce que c'était vraiment le nazisme, savait ce que ça représentait en tout cas très concrètement. Et donc voilà, le film a aussi bien fonctionné avec le public, mais a été au-delà des attentes du studio. C'est-à-dire que le studio comptait vraiment, je pense, réitérer le coup d'éclat de J'ai vécu l'enfer de Corée. Mais globalement, bon, ça a en tout cas permis à Fuller de lancer pas de lancer sa carrière, parce que c'est vraiment J'ai vécu l'enfer de Corée qui a lancé sa carrière, mais en tout cas de continuer sa carrière à la Fox et d'enchaîner sur un certain nombre de projets, même si le film qu'il va faire juste dans la foulée ne sera pas un film pour la Fox, ce sera une production indépendante qui est Violence à Park Row.